I am pleased to welcome the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, to the European Parliament. State of the European Union address. Thank you, sur l'état de l'Union. Merci, chère Ursula, de votre présence ici et pour votre engagement vis-à-vis de notre Assemblée. En ces temps troublés, chers collègues, nous devons être décidés et faire la clarté. Nous avons besoin d'une Europe qui prenne ses responsabilités concernant la sécurité, une Europe qui facilite les choses aux entreprises, protège l'emploi, simplifie les procédures et réduise le fardeau administratif. Une Europe plus juste pour les familles, les travailleurs, les femmes. Une Europe où les enfants sont en sécurité dans la rue, une Europe qui défend ses valeurs démocratiques, celles qui nous définissent sur la scène internationale. Nous avons l'impression que le monde est complètement bouleversé avec cette agression russe vis-à-vis de l'Ukraine, la situation terrible à Gaza et au Proche-Orient, nos relations transatlantiques qui sont bouleversées. Nous avons besoin d'un engagement plus ferme de l'Europe sur la scène internationale. Le Parlement, ceux que nous représentons, nos électeurs, veut que l'Europe soit en mesure de déployer de nouvelles idées, des idées courageuses. J'espère que le débat sera animé, mais qu'il sera basé surtout sur le respect mutuel pour protéger la dignité de notre Assemblée. Madame la Présidente, je vous passe la parole. Thank you very much, President. Merci beaucoup, Madame la Présidente Metsola. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, l'Europe se bat. Elle se bat pour un continent intègre et en paix, pour une Europe libre et indépendante. Elle se bat pour défendre nos valeurs et nos démocraties. Elle se bat pour notre liberté et pour notre capacité à décider nous-mêmes de notre propre destin. Ne nous leurrons pas, nous luttons pour notre avenir. J'ai longuement réfléchi, je me suis longuement demandé si je devais commencer ce discours sur l'état de l'Union par un tel constat. Nous, Européens, ne sommes pas habitués à nous exprimer de cette manière. Nous ne sommes pas à l'aise parce que l'Union est fondamentalement un projet de paix. Mais le fait est que le monde d'aujourd'hui ne pardonne rien à personne. Nous ne pouvons pas faire abstraction des difficultés que les Européens rencontrent au quotidien. Ils sentent la terre trembler sous leurs pieds. Ils voient que la situation s'aggrave alors qu'ils travaillent de plus en plus durement. Les Européens ressentent les effets de la crise mondiale. Ils souffrent du coût de la vie qui augmente. Ils subissent le rythme effréné des changements dans leur vie et dans leur carrière et ils s'inquiètent de la spirale ininterrompue d'événements qui leur sont présentés dans les médias, des scènes dévastatrices de la guerre à Gaza au bombardement incessant de la Russie sur l'Ukraine. Nous ne pouvons pas tout simplement attendre que la tempête passe. Nous avons bien vu que nous ne pouvons pas céder à la nostalgie. Les lignes de front d'un nouvel ordre mondial basé sur la force se dessinent en ce moment même. Donc oui, l'Europe doit se battre. Elle doit défendre sa place dans un monde où nombre de grandes puissances ont soit une attitude ambiguë, soit ouvertement hostile vis-à-vis de l'Europe. C'est un monde où règnent les ambitions et les guerres impérialistes. C'est un monde dans lequel les dépendances sont instrumentalisées sans pitié. Et c'est pour toutes ces raisons qu'une nouvelle Europe doit émerger. Mesdames et Messieurs les députés,
L'Europe doit être indépendante. Le moment est venu. Je suis convaincue que c'est la mission de notre Union. Elle doit prendre elle-même en charge sa défense et sa sécurité. Elle doit maîtriser les technologies et les énergies qui nourriront nos propres économies. L'Europe doit décider de quelle société et de quelle démocratie elle souhaite jouir. Être ouvert au monde entier, choisir les partenariats qu'elle souhaite nouer avec ses alliés, les anciens et les nouveaux. Et enfin, l'Union européenne doit avoir la liberté et le pouvoir de choisir son propre destin. Et nous savons que nous en sommes capables, parce qu'ensemble, nous avons montré ce qu'il est possible d'accomplir lorsque nous partageons la même ambition, lorsque nous sommes unis, que nous avons le même sentiment d'urgence. J'ai entendu un nombre incalculable de fois que l'Europe était incapable de faire ceci ou de faire cela pendant la pandémie, concernant le plan de relance, concernant la défense, le soutien à l'Ukraine ou bien la sécurité énergétique, et la liste est encore très longue. Chaque fois, l'Europe s'en est sortie, s'en est tirée en restant unie. Et c'est ce que nous devons faire à nouveau, mesdames et messieurs les députés. La question cruciale qui se pose aujourd'hui est simple. L'Europe a-t-elle le courage de se battre? Sommes-nous suffisamment unis pour le faire? Le sentiment d'urgence est-il suffisamment grand? Disposons-nous de la volonté politique et des compétences politiques pour parvenir à un compromis? Ou bien allons simplement nous battre entre nous? Nous laisserons-nous paralyser par nos divisions? Voilà les questions auxquelles nous devons répondre. Chacun d'entre nous, chaque État membre, chaque député, chaque commissaire. Chacun d'entre nous doit répondre à ces questions. Pour moi, le choix est très clair. C'est pourquoi mon discours d'aujourd'hui parle d'unité. D'unité entre les États membres. D'unité entre les institutions de l'Union européenne. D'unité entre les forces démocratiques pro-européennes de cette Assemblée. Je suis ici, le collège entier est avec moi pour atteindre cet objectif avec vous. Nous sommes prêts à renforcer la majorité démocratique pro-européenne. C'est la seule majorité qui puisse répondre aux attentes des Européens. Mesdames et messieurs les députés, c'est pour l'indépendance et la liberté que se bat aujourd'hui le peuple d'Ukraine jour après jour. Des personnes telles que Sacha et sa grand-mère. Sacha avait seulement 11 ans lorsque les Russes ont attaqué. Lui et sa mère se sont réfugiés dans une cave dans la ville de Mariupol. Un matin, ils sont sortis chercher à manger. Et c'est là que les feux de l'enfer se sont déchaînés. Ils ont été pris sous une averse de bombes russes. Tout est devenu sombre et Sacha a senti son visage brûler. Il avait reçu un éclat d'obus juste sous l'œil. En quelques jours, les soldats russes ont envahi la ville. Ils ont conduit Sacha et sa mère dans ce que les Russes appellent un camp de filtration. Puis Sacha a été emmené. On lui a dit qu'il n'avait plus besoin de sa mère, qu'il allait partir en Russie et qu'il aurait une autre mère, une mère russe, un passeport russe, un nom russe. Il a été envoyé dans la ville occupée de Donetsk. Mais Sacha ne s'est pas laissé abattre. Au cours d'une halte en route, il a demandé à un inconnu de lui prêter son téléphone. Il a appelé sa grand-mère, Lyudmila, qui vivait en zone libre en Ukraine. Baba, ramène-moi à la maison. Sa grand-mère n'hésita pas une seconde. Ses amis lui ont dit qu'elle était folle d'y aller, mais Lyudmila a déplacé des montagnes pour le retrouver. Avec l'aide du gouvernement ukrainien, elle a traversé la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la Russie, puis elle est arrivée en Ukraine occupée. Et elle a récupéré Sacha. Et elle a repris le même long chemin pour le ramener en sécurité. Mais leur cœur reste brisé. Ils se battent chaque jour pour retrouver la mère de Sacha, bloquée quelque part par la guerre brutale menée par la Russie. J'aimerais remercier Sacha et Lyudmila
pour m'avoir permis de partager leur histoire. Je suis émue qu'ils soient ici avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous joindre à moi pour rendre hommage à Sacha, à Lyudmila et à la lutte acharnée que mène l'Ukraine pour sa liberté. Levez-vous, je vous en prie. Malheureusement, Sacha est loin d'être un cas unique. Il y a des dizaines de milliers d'autres enfants ukrainiens dont le sort reste incertain. Ils sont piégés, menacés, ils doivent renoncer à leur identité. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir les enfants d'Ukraine. C'est pourquoi je peux annoncer que je vais organiser, aux côtés de l'Ukraine et d'autres partenaires, un sommet de la coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens. Tous les enfants ukrainiens enlevés doivent être rendus à leur famille. Mesdames et messieurs les députés, il faut que cette guerre se termine par une paix juste et durable pour l'Ukraine. Parce que la liberté de l'Ukraine est la liberté de l'Europe. Les salles auxquelles on a assisté en Alaska étaient difficilement acceptables. Mais à peine quelques jours plus tard, les dirigeants européens se sont rendus à Washington pour soutenir le président Zelensky à obtenir des engagements. De réels progrès ont été accomplis depuis lors. Ne serait-ce que la semaine dernière, 26 pays de la coalition des volontaires se sont déclarés prêts à participer à une force de réassurance en Ukraine ou à contribuer financièrement dans le contexte d'un cessez-le-feu. Nous continuerons à soutenir tous les efforts diplomatiques visant à mettre un terme à cette guerre. Mais nous avons tous été témoins de ce que la Russie entend par diplomatie. Poutine refuse de rencontrer le président Zelensky. La semaine dernière, la Russie a lancé le plus grand nombre de drones et de missiles balistiques jamais employés dans une seule attaque. Hier, un village de la région de Donetsk a subi une attaque de missiles ciblant des personnes qui faisaient la queue pour toucher leur retraite. Plus de 20 d'entre elles ont été tuées. Et aujourd'hui, nous avons vu une violation insensée de l'espace aérien polonais et européen par plus de 20 drones Shahid. L'Europe est solidaire de la Pologne. Le message de Poutine est clair et notre réponse doit l'être tout autant. Nous devons faire davantage de pression sur la Russie pour l'amener à la table des négociations. Nous devons alourdir les sanctions. Nous travaillons actuellement aux 19 trains de sanctions en coordination avec nos partenaires. Nous étudions notamment les moyens d'éliminer plus rapidement les importations de combustibles fossiles. Nous posons la question de la flotte fantôme et celle des pays tiers. En parallèle, l'Ukraine doit bénéficier d'un soutien accru. Aucun contributeur n'a fait autant que l'Europe. À ce jour, notre aide militaire et financière atteint près de 170 milliards d'euros, mais il en faudra davantage. Et les contribuables européens ne doivent pas être les seuls à porter cet effort. Cette guerre est celle de la Russie, c'est donc à la Russie de payer. C'est pourquoi
Nous devons travailler de toute urgence sur une nouvelle solution pour financer l'effort de guerre de l'Ukraine à partir des avoirs russes gelés. Grâce aux soldes de trésorerie associés à ces actifs russes, nous pouvons accorder à l'Ukraine un prêt de réparation. Nous ne toucherons pas aux actifs eux-mêmes et le risque devra être porté collectivement. L'Ukraine ne remboursera le prêt qu'une fois que la Russie aura payé les dommages de guerre. Ces fonds soutiendront l'Ukraine dès aujourd'hui, mais ils seront aussi déterminants à moyen et à long terme pour assurer la sécurité de l'Ukraine. Par exemple, en finançant des forces armées ukrainiennes puissantes qui seront le premier niveau de garantie de sécurité. Nous allons proposer un nouveau programme que nous appellerons Avantage militaire qualitatif. Il soutiendra les investissements dans les capacités des forces armées ukrainiennes. Prenons l'exemple des drones. Avant la guerre, l'Ukraine n'avait aucun drone. Aujourd'hui, l'emploi des drones par l'Ukraine cause plus des 2/3 des pertes d'équipements russes. Ce n'est pas seulement un rappel de l'ingéniosité humaine dans nos sociétés ouvertes. La Russie rattrapera mieux son retard grâce aux drones Shahed de conception iranienne. Elle profite de l'avantage d'une production industrielle de masse. Ne serait-ce que dans la nuit de samedi, la Russie a envoyé 800 drones vers l'Ukraine en une seule nuit. L'ingéniosité de l'Ukraine a permis à l'Ukraine de développer sa défense, mais la force industrielle brute menace de refermer cette porte. Nous pouvons utiliser notre puissance industrielle pour aider l'Ukraine à contrer cette guerre des drones. Nous pouvons transformer l'ingéniosité ukrainienne en avantage sur le champ de bataille et en une industrialisation commune. C'est pourquoi je vous annonce que l'Europe va accélérer le versement de 6 milliards d'euros des prêts ERA et conclure une alliance des drones avec l'Ukraine. L'Ukraine a développé son ingéniosité. Ce dont elle a besoin à présent, c'est d'une production à grande échelle. Nous pouvons fournir une aide pour que l'Ukraine conserve son avantage et pour que l'Europe renforce le sien. Mesdames et Messieurs les députés, l'économie de guerre de Poutine continuera même si la guerre cesse. Cela signifie que l'Europe doit être prête à assumer la responsabilité de sa propre sécurité. Bien sûr, l'OTAN restera toujours essentielle, mais seule une posture de défense européenne forte et crédible peut garantir notre sécurité. Et nous avons accompli des progrès historiques ces dernières années pour bâtir notre Union européenne de la défense. Au début de cette année, nous avons lancé le plan Readiness 2030, qui pourrait mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros d'investissement dans le domaine de la défense. Cela inclut le programme SAFE, désormais prêt à fournir 150 milliards d'euros pour des achats communs. 19 États membres ont déjà soumis une demande. Le programme est complètement souscrit. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Nous travaillons aussi à accorder une prime à ceux qui soutiennent l'Ukraine ou achètent du matériel ukrainien. C'est une aide financière d'urgence face à un besoin urgent. La semaine dernière, j'ai pu le constater de mes propres yeux en visitant les États membres en première ligne. Ce sont eux qui connaissent le mieux la menace russe. Et sans aucun doute, le flanc oriental de l'Europe protège toute l'Europe, de la mer Balte à la mer Noire. Et c'est pourquoi nous devons investir pour le soutenir avec le Eastern Flank Watch. Cela signifie
doter l'Europe de moyens stratégiques indépendants. Nous devons investir dans la surveillance spatiale en temps réel afin qu'aucun mouvement de force ne passe inaperçu. Nous devons répondre à l'appel de nos amis baltes et bâtir ce mur de drones. Ce n'est pas une ambition abstraite, c'est le fondement d'une défense crédible. Une capacité européenne développée, déployée et entretenue conjointement, réactive en temps réel, sans aucune ambiguïté sur nos intentions. L'Europe défendra chaque centimètre carré de son territoire, mesdames et messieurs. Et dans tous les pays que j'ai visités, j'ai entendu le même message. Il n'y a pas de temps à perdre. Donc, lors du prochain Conseil européen, nous présenterons une feuille de route claire pour lancer de nouveaux projets communs en matière de défense, fixer des objectifs précis pour 2030 et créer un semestre européen de défense, parce que 2030, c'est demain. Et c'est aujourd'hui que l'Europe doit se préparer. Honourable members. Mesdames, Messieurs les eurodéputés, lorsque nous parlons d'indépendance, nous parlons de choisir notre destinée. C'est pour cela que l'Ukraine se bat. Et c'est ce que mérite l'ensemble des Européens. Parce que l'Europe, c'est une idée. L'idée de liberté et de force mutuelle. C'est l'idée qui a porté la génération de l'après 1989, lorsque l'Est et l'Ouest se sont réunis. Elle est aussi puissante aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. C'est la raison pour laquelle nous rapprochons les futurs États membres de notre Union, en investissant, en soutenant les réformes, en assurant l'intégration dans le marché unique. Nous devons maintenir la cadence dans ce processus fondé sur le mérite, parce que seule une Europe unie, je dirais même une Europe réunie, peut être une Europe indépendante. Une union plus vaste, plus forte, est une garantie de sécurité pour nous tous. Et parce que, pour l'Ukraine, pour la Moldavie et pour les Balkans occidentaux, leur avenir est au sein de notre union. Faisons de la prochaine réunification de l'Europe une réalité. Mesdames, Messieurs les députés européens, ce qui se passe à Gaza a ébranlé la conscience du monde. Des personnes sont tuées alors qu'elles quémandent de quoi manger. Des mères qui portent dans leurs bras des bébés sans vie. Ces images sont tout simplement catastrophiques. Je veux donc commencer par énoncer un message très clair. La famine causée par l'homme ne peut jamais servir d'arme de guerre. Pour le bien des enfants, pour le bien de l'humanité, il faut que cela cesse. Cela s'inscrit également dans le cadre d'une inflexion plus systématique qui s'opère ces derniers mois, et cela est tout simplement inacceptable. Nous avons été témoins de l'étouffement financier de l'autorité palestinienne. Les projets de colonisation de la zone dite E1, les projets dits E1 par lesquels la Cisjordanie occupée serait pour ainsi dire coupée de Jérusalem-Est. Nous avons également entendu les actes et déclarations des ministres les plus extrémistes du gouvernement israélien qui incitent à la violence. Tout cela témoigne d'une tentative claire de saper la solution à deux États, de saper la vision d'un État palestinien viable. Et nous ne devons pas laisser cela se produire. Mesdames, Messieurs les députés, il m'est vraiment douloureux de prononcer ces mots. Et je sais qu'il est tout aussi douloureux pour nombre de citoyens de voir l'Europe incapable de se mettre d'accord sur une trajectoire commune. Nos citoyens se demandent jusqu'à quel point la situation doit empirer avant qu'une réponse
unie de notre Union ne soit apportée. Je le comprends, car ce qui se passe à Gaza est inacceptable. Et parce que l'Europe doit montrer la voie, comme elle l'a fait auparavant, notre soutien financier et notre aide humanitaire dépassent de loin ceux de tout autre bailleur de fonds, de tout autre partenaire. Notre engagement en faveur d'une autorité palestinienne viable préserve la solution à 2 États. Nous devons également exhorter d'autres partenaires à intensifier également leur soutien de toute urgence dans la région et au-delà. Mais certainement, l'Europe doit en faire plus. De nombreux États membres ont pris les devants isolément. De notre côté, nous avons proposé de suspendre une partie de notre financement Horizon, mais la proposition est bloquée faute de majorité. Nous devons surmonter ce problème. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester impuissants. C'est la raison pour laquelle je proposerai un train de mesures visant à tracer la voie à suivre. D'abord, la Commission fera tout ce qui est en son pouvoir pour aller de l'avant. Nous allons suspendre notre soutien bilatéral à Israël. Nous allons cesser tous les paiements dans ce domaine sans compromettre notre travail avec la société israélienne ou avec le Yad Vashem. Deuxièmement, nous avancerons plutôt 2 autres propositions au Conseil. Nous proposerons des sanctions à l'encontre des ministres extrémistes et des colons violents. Nous proposerons également une suspension partielle de l'accord d'association sur les questions liées au commerce. Je suis bien consciente qu'il sera difficile de recueillir des majorités. Et je sais que pour certains, des mesures seront trop pour certains et trop peu pour les autres. Mais nous devons tous assumer nos propres responsabilités. Le Parlement, le Conseil, la Commission. Troisièmement, nous mettrons en place le mois prochain un groupe de bailleurs de fonds pour la Palestine, y compris un instrument spécifique pour la reconstruction de Gaza. Il s'agira d'un effort international mené avec des partenaires régionaux. Il s'appuiera sur la dynamique, sur l'élan qui sera imprimé par la conférence de New York organisée par la France et l'Arabie saoudite. Mesdames et messieurs les députés européens, je suis une amie de longue date du peuple israélien. Je sais combien les attaques atroces perpétrées le 7 octobre par des terroristes du Hamas ont ébranlé la nation jusque dans ses fondements. Cela fait maintenant plus de 700 jours que les personnes prises en otage le 7 octobre sont détenues par des terroristes du Hamas. 700 jours de douleur et de souffrance. Jamais il ne pourrait y avoir de place pour le Hamas, ni ce jour, ni à l'avenir, car il s'agit de terroristes qui veulent détruire Israël. Ils infligent également la terreur à leur propre peuple qu'ils détiennent en otage. L'objectif de l'Europe a toujours été le même, une véritable sécurité pour Israël et un avenir sûr pour tous les Palestiniens. Cela signifie que les otages doivent être libérés, qu'il faut que l'aide humanitaire bénéficie d'un accès illimité vers la bande de Gaza et qu'un cessez-le-feu immédiat soit imposé. Mais à plus long terme, le seul plan réaliste est un plan fondé sur 2 États
qui cohabiteraient dans la paix et la sécurité, qui garantissent la sécurité d'Israël, une autorité palestinienne viable et avec le fléau du Hamas éradiqué. C'est ce que l'Europe a toujours défendu. Il est temps d'unir nos forces, de conjuguer nos efforts pour en faire une réalité. Mesdames et messieurs les députés européens, la transition sera difficile, mais je vais tenter de parler de compétitivité. Je le sais. Il s'agit là d'un exercice qui est les discours sur l'état de l'Union, et la compétitivité est au centre de notre Union. L'indépendance de l'Europe sera fonction de sa capacité à affronter la concurrence en ces temps troubles. Nous avons tout ce qu'il faut pour prospérer ici en Europe, de notre marché unique à notre économie sociale de marché. Mais nous savons que les fortes turbulences économiques et géopolitiques dont je viens de parler se font véritablement sentir. Nous avons vu combien nos dépendances pouvaient être instrumentalisées à notre encontre. C'est la raison pour laquelle nous investirons massivement dans le numérique et les technologies propres. Cela passera par notre futur Fonds pour la compétitivité et par le doublement du budget alloué à nos programmes Horizon Europe et pour la recherche et l'innovation. Nous nous attaquons aux principaux obstacles recensés dans le rapport Draghi, de l'énergie aux capitaux, des investissements à la simplification. Nous avons mené des dialogues stratégiques avec des représentants de secteurs essentiels, de l'automobile, aux produits chimiques, de l'acier, aux produits pharmaceutiques, de la défense, à l'agriculture. Dans chacun de ces secteurs, le message est le même. Afin de protéger l'emploi, nous devons faciliter la vie des entreprises en Europe. L'euro numérique, par exemple, facilitera la vie tant des entreprises que des consommateurs. Le train de mesures omnibus que nous avons avancé facilitera la vie, moins de bureaucratie, moins de paperasse, faciliter aux entreprises. Notre proposition permettra de réduire les coûts administratifs à hauteur de 8 milliards d'euros par an. Ce sont les entreprises européennes qui supportent ce fardeau. D'autres trains de mesures similaires sont en cours de préparation, notamment dans les domaines de la mobilité militaire ou du numérique. Pour les entreprises innovantes, nous préparons le 28e régime et nous accélérons nos travaux relatifs à l'Union européenne de l'épargne et des investissements. Car nous regorgeons de start-up à fort potentiel travaillant sur des technologies clés telles que l'informatique quantique, l'intelligence artificielle ou les biotechnologies. Mais lorsque ces start-up se développent, elles se retrouvent obligées de se tourner vers des investisseurs étrangers en raison de la disponibilité limitée du capital risque en Europe. Cela représente une perte de richesse et d'emplois pour l'Europe, une menace pour notre souveraineté technologique. C'est la raison pour laquelle la Commission s'alliera aux investisseurs privés pour mettre en place un fonds Scale Up Europe doté de plusieurs milliards d'euros. Cela permettra de favoriser les investissements importants en faveur des jeunes entreprises à croissance rapide dans les domaines technologiques critiques. Car nous voulons que les meilleurs en Europe choisissent l'Europe. Mesdames et messieurs les députés européens, notre plus grand atout est le marché unique, mais il reste inachevé. Le FMI estime que les entraves intérieures qui subsistent au sein même du marché unique sont équivalentes à des droits de douane de 45% sur les biens et 110% sur les services. Je vous laisse faire le calcul de ce que nous perdons. En outre, comme souligné dans le rapport Lettel, le marché unique reste inachevé, en particulier dans les 3 domaines suivants: finance, énergie, télécommunications. Il nous faut donc fixer des dates butoirs, des délais politiques clairs. C'est la raison pour laquelle nous présenterons une feuille de route pour le marché unique à l'horizon 2028. Les capitaux, les services, l'énergie, les télécommunications, le 28e régime et le 5e domaine, liberté en matière de connaissance et d'innovation. Car nous savons simplement que ce qui peut être quantifié peut être réalisé. Mesdames et messieurs les députés européens,
Ces initiatives auront vocation à favoriser également nos investissements dans des technologies appelées à jouer un rôle majeur dans notre économie, une économie propre et numérique. Songeons à l'intelligence artificielle. Une IA européenne est essentielle à notre indépendance future. Elle contribuera à faire tourner nos industries et nos entreprises, des soins de santé à la défense. Nous concentrerons donc nos efforts sur les premiers grands éléments constitutifs de l'acte législatif sur le développement de l'informatique en nuage, le cloud, de l'IA à l'initiative Quantum Sandbox. Nous investissons massivement dans les gigafabriques d'IA européennes. Celles-ci aident nos startups innovantes à mettre au point, entraîner et déployer leurs propres modèles de l'IA nouvelle génération. Lorsque nous avons sollicité le secteur privé afin qu'il unisse ses forces neutres, la réponse a été fortement enthousiaste. Aujourd'hui, je rencontrerai les PDG des plus grandes entreprises technologiques européennes. Ils me remettront leurs déclarations relatives à l'IA et aux technologies européennes, signe de leur engagement à investir dans la souveraineté technologique de l'Europe. Nous devons avoir la même approche pour les technologies propres de l'acier aux batteries. Le secteur européen des technologies propres doit rester en Europe. Et pour cela, nous devons agir de toute urgence. Grâce au pacte pour une industrie propre, nous avons repéré les principaux obstacles qui ralentissent ces secteurs. Nous devons à présent accélérer la mise en œuvre, car les investisseurs veulent la sécurité. S'ils investissent, ça veut dire une demande de produits propres européens. C'est pourquoi nous devons placer les marchés pilotes au cœur de notre action pour enclencher un cercle vertueux dans lequel l'offre et la demande augmentent à mesure que les prix diminuent. Du côté de l'offre, nous lancerons un train de mesures intitulé Battery Booster, qui mobilisera 1,8 milliard d'euros de fonds propres pour stimuler la production en Europe. Les batteries jouent un rôle moteur, vous le savez, pour les technologies propres, en particulier les véhicules électriques. Ce sera donc au cœur de notre indépendance économique. Du côté de la demande, nous devons renforcer la primauté industrielle européenne dans le domaine des technologies propres. Pour cela, nous allons introduire un critère Made in Europe dans les procédures de passation de marchés publics. Lorsque nous investissons dans la stratégie Global Gateway, nous envoyons des signaux forts incitant nos partenaires à acheter européens. Je suis convaincu que l'avenir des technologies propres continuera à se jouer en Europe. Mais pour cela, nous devons également veiller à ce que notre industrie dispose des matériaux dont elle a besoin ici, en Europe. La seule solution est de créer une économie véritablement circulaire. Nous devons donc avancer plus vite sur l'acte législatif économie circulaire et aller de l'avant dans les secteurs qui sont déjà prêts. Et enfin, nous ne pouvons pas perdre le rythme. Nous proposerons donc un acte législatif pour accélérer les activités industrielles dans les secteurs et les technologies clés. En bref, lorsqu'il s'agit du numérique et des technologies propres, nous devons être plus rapides, plus intelligents et plus européens. Mesdames et Messieurs les députés, aujourd'hui déjà, les sources à faible émission de carbone représentent plus de 70% de notre électricité. Nous sommes des leaders mondiaux dans le domaine des brevets sur les technologies propres, devant les États-Unis. Nous sommes au coude à coude avec la Chine. Nous rattrapons notre retard par rapport aux États-Unis dans le domaine du capital risque pour les technologies propres et nous sommes bien loin devant la Chine. Nous sommes donc sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de réduction des émissions d'au moins 55% d'ici à 2030. C'est là le pouvoir du pacte vert pour l'Europe. Nous devons garder le cap sur nos objectifs climatiques et environnementaux.
Les données scientifiques parlent d'elles-mêmes. Les arguments sur le plan économique et en matière de sécurité sont tout autant convaincants. En fait, cette transformation est au cœur des efforts que nous déployons pour notre indépendance, parce qu'elle réduit notre dépendance énergétique, parce que la production circulaire limite nos dépendances stratégiques, et parce qu'elle crée des industries pionnières qui peuvent exporter leurs solutions. Lorsque je m'entretiens avec les pays du Sud global, de l'Afrique à l'Inde, en passant par l'Asie centrale, je constate qu'ils cherchent des solutions. Leur marché évolue rapidement et nul ne sait encore qui tirera son épingle du jeu. Nous sommes celles et ceux qui peuvent répondre à cette demande croissante. Mais rien n'est acquis. C'est pour cela que la Commission a proposé les objectifs 2040, 10 ans après l'accord de Paris. Je sais que de nombreux citoyens s'inquiètent de l'ampleur de la tâche qui nous attend. C'est pourquoi la transition doit soutenir les citoyens et renforcer l'industrie. Cela veut dire que nous devons stimuler massivement nos investissements publics et privés, créer des marchés pilotes pour des produits circulaires et propres, ce qui créera de l'emploi et des investissements en Europe. Nous devons nous assurer d'une transition juste pour tous, avec par exemple le Fonds social pour le climat. Nous devons aussi garantir des conditions de concurrence équitables en promouvant en particulier la tarification du carbone. L'Europe doit protéger ses industries. Celles-ci font le nécessaire pour décarboner leurs activités. Elles doivent être récompensées et encouragées. Autrement, nous risquons de dépendre des importations, par exemple pour l'acier, dont les constructeurs automobiles ont besoin, ou encore d'engrais, dont nos agriculteurs ont besoin. Cela veut dire que nous serons à la merci des prix, des volumes et de la qualité que d'autres acteurs souhaitent et peuvent nous fournir. Prenez l'acier et les autres métaux. Il y a une surcapacité mondiale qui réduit les marges et qui n'incite pas à payer un supplément de propreté. Il est donc plus difficile pour l'industrie sidérurgique européenne d'investir dans la décarbonation. C'est la raison pour laquelle la Commission proposera un nouvel instrument commercial à long terme pour mener à bien les mesures de sauvegarde applicables à l'acier arrivant à expiration. L'Europe restera toujours ouverte. Nous aimons la concurrence, mais nous protégerons toujours notre industrie contre la concurrence déloyale. Mesdames et messieurs, lorsque nous parlons de compétitivité, nous parlons d'emploi. Nous parlons de personnes et de leurs moyens de subsistance. Il est donc essentiel de doter les travailleurs de moyens d'action renforcés si nous voulons disposer d'une économie compétitive. C'est pourquoi nous proposerons le règlement pour des emplois de qualité, pour veiller à ce que l'emploi moderne suive le rythme de notre économie moderne. C'est d'autant plus important lorsque nous savons bien à quel point les temps sont durs pour de si nombreuses familles. Les coûts se sont envolés. Il faut faire des sacrifices pour joindre les deux bouts. Il s'agit tout simplement de justice sociale. C'est pourquoi nous avons besoin de toute urgence d'une stratégie européenne ambitieuse de lutte contre la pauvreté. Nous présenterons ainsi notre plan visant à contribuer à l'éradication de la pauvreté d'ici à 2050. Ce plan sera soutenu par une garantie solide pour l'enfance, visant à protéger nos enfants de la pauvreté. Nous présenterons également une série de mesures sur le coût de la vie. Permettez-moi de vous donner 4 exemples. Le premier, c'est l'énergie. Lorsque les coûts de l'énergie s'envolent, il ne s'agit pas seulement d'une facture. Ça touche le quotidien des citoyens. Au plus fort de la crise énergétique ces dernières années, l'Europe a agi. Grâce à cet effort commun, nous sommes rapidement parvenus à stabiliser les prix et à sécuriser l'approvisionnement. Nous sommes maintenant sur la voie de l'indépendance énergétique. Mais les facteurs d'énergie restent une véritable source d'inquiétude pour des millions d'Européens. Les coûts restent structurellement
trop élevé pour l'industrie. Nous savons ce qui fait augmenter les prix. C'est notre dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes. Il est donc temps de s'affranchir de cette dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes. Nous savons ce qui fait baisser les prix. L'énergie propre produite en Europe. Nous devons donc produire plus d'énergie renouvelable locale, le nucléaire étant la source de base. Mais nous devons aussi moderniser nos infrastructures et nos interconnexions et investir d'urgence dans celles-ci. C'est pourquoi nous proposerons un nouveau train de mesures sur les réseaux afin de renforcer nos infrastructures de réseau et d'accélérer l'octroi de permis. Dans le même élan, je présente aujourd'hui une nouvelle initiative intitulée « Autoroute de l'énergie ». Nous avons recensé 8 goulets d'étranglement critiques dans nos infrastructures énergétiques. Ça commence dans le détroit d'Øresund et ça va jusqu'au canal de Sicile. Nous allons maintenant nous employer à supprimer ces goulets d'étranglement un par un. Nous réunirons les gouvernements et les services publics afin de résoudre toutes les questions suspens. Parce que les Européens ont besoin d'une énergie abordable. Et ils en ont besoin maintenant. Mesdames et messieurs les députés, une maison, ce ne sont pas seulement 4 murs et un toit. C'est aussi synonyme de sécurité, de chaleur, un lieu où on se retrouve en famille avec des amis. C'est un lieu où l'on se sent chez soi. Mais pour un trop grand nombre d'Européens et d'Européennes aujourd'hui, la question du logement est devenue une source d'inquiétude. Elle peut être synonyme de dette et d'incertitude. Les chiffres témoignent d'une réalité difficile. Le prix des logements a augmenté de plus de 20% depuis 2015. Et les permis de construire ont diminué de plus de 20% en 5 ans. Il ne s'agit pas simplement d'une crise du logement, il s'agit d'une crise sociale. C'est une crise qui déchire le tissu social européen et qui fragilise notre cohésion. Elle menace aussi, cette crise, notre compétitivité. Les infirmiers, les enseignants, les pompiers n'ont plus les moyens de vivre là où ils exercent leur métier. Les étudiants abandonnent leurs études parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer. Les jeunes fondent une famille de plus en plus tard. C'est pourquoi, cette année même, après avoir reçu vos contributions, nous présenterons le tout premier plan européen pour des logements abordables. Il faut que les logements soient plus abordables, plus durables et de meilleure qualité. Il faudra un effort européen ancré dans les réalités locales. Nous devrons revoir totalement la manière dont nous abordons ce problème. Nous devrons revoir nos règles en matière d'aide d'État afin de permettre la mise en œuvre de mesures d'aide au logement. Nous devrons notamment faciliter la construction de nouvelles maisons et de nouvelles résidences pour étudiants et nous proposerons également une initiative juridique sur les locations de court terme afin de résoudre les problèmes qui subsistent dans ce secteur. Nous avons besoin de toutes les composantes de la société, de tous les législateurs et de toutes les parties prenantes qui doivent se réunir. Et dans cet esprit, nous organiserons le premier sommet de l'Union européenne sur le logement afin de veiller à ce que cette question figure au premier rang de nos priorités. Mesdames et messieurs les députés, lorsque l'on parle de logement, on parle de dignité, on parle d'équité et on parle de l'avenir de l'Europe. Il y a 8 ans, le socle européen des droits sociaux a fait du logement un droit social en Europe. Il est temps de faire de cette promesse une réalité. Le troisième exemple que je veux citer est celui de l'automobile. Les véhicules sont le pilier de notre économie et de notre industrie. Ce secteur est une fierté européenne. Des millions d'emplois dépendent de ce secteur. Au début de cette année, nous avons assoupli les conditions dans lesquelles ce secteur pourra réaliser ses objectifs pour 2025. Et les choses fonctionnent bien. En nous fondant sur le principe de la neutralité technologique, nous sommes en train de préparer les travaux de réexamen à l'horizon de 2035. Des millions d'Européens souhaitent acheter des voitures européennes à des prix abordables. Nous devrions donc investir dans des véhicules abordables de petite taille.
tant pour satisfaire le marché européen que pour répondre à la flambée de la demande à l'échelle mondiale. C'est pourquoi nous proposons de travailler avec l'industrie sur une nouvelle initiative relative aux voitures abordables de petite taille. Je pense que l'Europe devrait avoir sa propre voiture électrique. Une voiture environnementale, propre, efficace et légère, une voiture économique à un prix abordable et une voiture européenne construite ici en Europe grâce à des chaînes d'approvisionnement européennes. Nous ne pouvons pas laisser la Chine et les autres concurrents s'emparer de ce marché. Qu'on le veuille ou non, l'avenir sera électrique et l'Europe sera un acteur de ce futur. L'avenir des voitures et les voitures de l'avenir devront être construits en Europe. Mesdames et Messieurs les députés, je passe au dernier exemple que je voulais citer. Il s'agit de l'alimentation. En Europe, nous avons accès à des denrées alimentaires de qualité que nos agriculteurs et nos pêcheurs d'exception produisent à des prix abordables. Ces agriculteurs et ces pêcheurs sont les gardiens de nos terres et de nos océans ainsi que de notre biodiversité. Ils sont la clé de notre sécurité alimentaire. Mais ils sont face à des problèmes allant du coût élevé des intrants, aux formalités administratives ou à la concurrence déloyale. Nous agissons sur tous ces fronts. Nous avons simplifié la PAC. Moins de formalités administratives, plus de confiance. Nous avons délimité l'aide aux revenus dans le prochain CFP et nous avons veillé à ce que le financement puisse être complété par des enveloppes nationales et régionales. Toutefois, nos agriculteurs ont besoin d'une concurrence loyale et de conditions de concurrence équitables. C'est crucial. C'est la raison pour laquelle nous avons des garanties solides dans l'accord commercial avec le Mercosur, soutenu par un financement si une compensation est nécessaire. Nous devons également renforcer la position des agriculteurs au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Depuis trop longtemps, leur travail acharné n'a pas été récompensé à sa juste valeur. Les agriculteurs ont droit à un prix équitable pour les denrées alimentaires qu'ils produisent et à un profit équitable pour leurs familles. Nous allons par conséquent réexaminer la mise en œuvre de notre législation relative aux pratiques commerciales déloyales. Nous prendrons des mesures chaque fois qu'il le faudra. Je peux également annoncer d'ores et déjà que nous renforcerons notre budget de promotion afin de lancer une nouvelle campagne « Acheter des denrées alimentaires européennes ». Nous pouvons affirmer avec fierté que l'alimentation européenne est la meilleure au monde. Mesdames et Messieurs les députés, lorsque nous parlons de compétitivité et d'indépendance, nous devons aussi parler de nos relations avec les États-Unis. J'ai entendu beaucoup de choses concernant l'accord que nous avons conclu au cours de l'été. Je comprends les premières réactions. Si vous le permettez, je serai aussi claire que possible. Nos relations commerciales avec les États-Unis sont les relations les plus importantes pour l'Union européenne. Nous exportons plus de 500 milliards d'euros de biens vers ce pays chaque année. Des millions d'emplois en dépendent. En tant que présidente de la Commission, je ne jouerai jamais avec l'emploi ou les moyens de subsistance des citoyens. C'est pourquoi nous avons conclu un accord pour préserver l'accès à ce marché pour nos industries. Et nous avons fait en sorte que l'Europe obtienne le meilleur accord possible. Nous avons doté nos entreprises d'un avantage relatif. En effet, certains de nos concurrents directs font face à des droits de douane beaucoup plus élevés de la part des États-Unis. Leur droit de douane de base est peut-être inférieur, mais si on considère les exceptions que nous avons obtenues et les taux supplémentaires auxquels d'autres pays sont soumis, nous pouvons constater que nous avons le meilleur accord, c'est incontestable. Mais je veux être aussi très claire sur un point, qu'il s'agisse de la réglementation environnementale ou numérique. Eh bien, nous fixons nos propres normes, nous fixons nos propres règles, l'Europe décidera toujours par elle-même.
Mesdames et Messieurs les députés, je ne suis pas partisane des droits de douane. Les droits de douane sont des taxes. Pour autant, cet accord apporte une stabilité cruciale dans nos relations avec les États-Unis en cette période d'insécurité mondiale grandissante. Pensez aux répercussions d'une guerre commerciale pleine et entière avec les États-Unis. Imaginez le chaos qui en découlerait. Et puis comparez cela à la Chine et le tableau qui a été dressé la semaine dernière. La Chine est aux côtés des dirigeants russes et nord-coréens. Poutine se félicite du niveau historique des relations entre la Russie et la Chine. Rien de tout cela n'est véritablement surprenant, mais cela reflète l'évolution du paysage géopolitique. Et cela crée deux impératifs pour les efforts d'indépendance de l'Europe et pour sa place dans le monde. Le premier est que nous devons redoubler d'efforts en matière de diversification et de partenariat. 80% de nos échanges commerciaux se font avec des pays autres que les États-Unis. C'est pourquoi nous devons tirer parti des nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. À un moment où le système commercial mondial menace de s'effondrer, nous assurons des règles mondiales au moyen d'accords bilatéraux comme avec le Mexique ou avec le Mercosur. Ou alors nous achevons des négociations sur un accord historique avec l'Inde qui sera sans doute achevé d'ici à la fin de l'année. Nous mettons également en place une coalition de pays partageant les mêmes valeurs afin de réformer le système commercial mondial à l'instar du PTPGP. Car le commerce nous permet de renforcer nos chaînes d'approvisionnement, d'ouvrir nos marchés, de réduire les dépendances et en fin de compte, il s'agit de renforcer notre sécurité économique. Le monde veut choisir l'Europe et nous devons avoir des relations commerciales avec le monde entier. Le deuxième impératif est de faire en sorte que l'Europe agisse là où d'autres ne l'ont pas fait. Prenez le secteur de la recherche. La science n'a pas de passeport, pas de genre, pas d'origine ethnique et pas de couleur politique. Il s'agit de l'un des biens mondiaux les plus précieux. C'est la raison pour laquelle la Commission a annoncé un train de mesures Choisir Europe de 500 millions d'euros afin d'attirer et de faire rester en Europe les meilleurs scientifiques et chercheurs. Et l'Europe doit également jouer un rôle de premier plan dans le domaine de la santé mondiale. Nous sommes au bord, si ce n'est au début, d'une nouvelle crise sanitaire mondiale. En tant que médecin de formation, je suis consterné par la désinformation qui menace les progrès mondiaux concernant toutes les maladies de la rougeole à la polio. C'est la raison pour laquelle je vous annonce aujourd'hui que l'Union européenne dirigera une nouvelle initiative mondiale pour la résilience sanitaire, parce que le monde se tourne vers l'Europe et l'Europe est prête à montrer la voie à suivre. Mesdames et Messieurs les députés, tout l'enjeu de l'indépendance de l'Europe, c'est de protéger nos libertés. C'est très important. Il s'agit d'une liberté. Alors, ceux qui crient devraient m'écouter avec beaucoup d'attention. Listen very carefully. Écoutez-moi très attentivement. Pouvez-vous cesser ces cris? Écoutez-moi très attentivement, je vais parler de la liberté de décider, de la liberté de s'exprimer, de la liberté de se déplacer sur l'ensemble du continent, de la liberté de voter, d'aimer, de prier, de la liberté de vivre dans une union de l'égalité. Notre démocratie et l'état de droit sont les garants de ces libertés. C'est pourquoi nous avons fait
tant de choses pour renforcer les outils dont nous disposons et pour intensifier les contrôles du respect des règles. Nous avons lancé un nouveau cycle de l'état de droit qui permet de faire en sorte que les problèmes soient détectés le plus tôt possible et résolus par la voie du dialogue. Nous avons besoin d'un cycle annuel intégré de l'état de droit, une même cadence, des jalons clairs et des contributions de toutes les institutions. Et nous devons nous concentrer sur les lacunes qui existent pour les combler. Nous avons renforcé le lien entre les financements et le respect de l'état de droit. Et avec le prochain budget à long terme, nous irons encore plus loin. Le respect de l'état de droit est une condition sine qua non pour bénéficier des fonds de l'Union européenne, aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. Mesdames et Messieurs les députés, l'essor de la manipulation de l'information et de la désinformation, comme nous l'entendons à l'instant, est en train de diviser nos sociétés. Il ne s'agit pas simplement de saper la confiance dans la vérité, mais la confiance dans la démocratie elle-même. C'est pourquoi nous avons besoin de toute urgence du bouclier européen de la démocratie. Nous devons disposer de capacités supplémentaires pour surveiller et détecter les manipulations de l'information et la désinformation. Nous allons donc mettre sur pied un nouveau centre européen pour la résilience démocratique. Cette initiative permettra de réunir toute l'expertise et toutes les capacités des États membres et des pays voisins. Il semble que vous craignez ce nouveau centre. Oui, je comprends que les cris sont devenus une tradition dans cette Assemblée. Est-ce que vous pouvez prêter oreille et ensuite vous aurez largement le temps d'intervenir? Dans certaines communautés, aux quatre coins de l'Europe, les médias traditionnels sont mis à mal. Dans de nombreuses régions rurales, le temps où on allait chercher le journal local n'est plus qu'un souvenir lointain. Cette situation a engendré de nombreux déserts d'information où la désinformation prospère. Cela est extrêmement dangereux pour notre démocratie, parce que des citoyens bien informés qui peuvent se fier à ce qu'ils lisent et entendent sont essentiels pour veiller à ce que les détenteurs du pouvoir soient tenus responsables de leurs actes et rendent compte. Lorsque les médias indépendants sont démantelés, neutralisés, notre capacité à surveiller la corruption et à préserver la démocratie s'en trouve gravement affaiblie. Écoutez-moi avec attention. C'est ce qui explique que la première étape de la stratégie des autocrates consiste toujours à s'emparer des médias indépendants. C'est en effet ce qui rend possible la régression démocratique et qui permet à la corruption de sévir dans l'ombre. Il nous faut donc redoubler d'efforts pour protéger nos médias et notre presse indépendante. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer un nouveau programme consacré à la résilience médiatique qui soutiendra le journalisme indépendant et l'éducation aux médias. Mais nous devons également investir pour tenter de résoudre certaines des causes profondes de cette menace. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé d'augmenter dans le prochain CFP, dans le prochain budget, les financements en faveur des médias. Nous devons également créer des conditions favorables aux investissements en capital. Aussi, allons-nous utiliser nos outils pour soutenir les médias indépendants et locaux. La liberté de la presse constitue le fondement de toute démocratie et nous aiderons la presse européenne à préserver sa liberté en dépit de vos cris. Mesdames et Messieurs les députés, bon, Madame Schneider, je vous en prie, nous avons été tout à fait patients. Si vous criez à nouveau, vous devrez quitter l'Assemblée. Let's have a look at social media. Penchons-nous à présent sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux. Les éléments positifs sont très nombreux qui lient les personnes. Mais je souhaiterais aborder une question spécifique. Il s'agit de l'accès illimité que nous donnons à nos enfants aux réseaux sociaux et aux conséquences que cela engendre.
En tant que mère de 7 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants, je partage l'angoisse des parents qui font de leur mieux pour protéger leurs enfants. Ces parents craignent que lorsque leurs enfants décrochent le téléphone ou prennent leur téléphone en main, ils soient exposés à toutes sortes de dangers rien qu'en faisant défiler l'écran. Le harcèlement en ligne, les contenus pour adultes, la promotion de l'automutilation et les algorithmes qui profitent des vulnérabilités des enfants dans le but manifeste de créer des addictions. Trop souvent, des mères et des pères se sentent impuissants et désarmés. Ils ont le sentiment de se noyer face au raz-de-marée des grandes entreprises technologiques qui engloutent leur foyer. Je crois fermement que c'est aux parents et non aux algorithmes d'élever nos enfants. Leur voix doit être entendue. Je suis donc ici aujourd'hui pour vous dire que je suis à l'écoute. De même qu'à mon époque, nous avons, en tant que société, appris, enseigné à nos enfants qu'ils ne pouvaient pas fumer, boire, regarder des contenus pour adultes avant un certain âge. Je pense qu'il est grand temps d'envisager de faire de même pour les réseaux sociaux. Nos amis australiens ont été les premiers à instaurer une restriction pour les réseaux sociaux. Je suis de très près la mise en œuvre de leurs mesures afin de songer aux mesures à venir que nous pouvons mettre en œuvre ici en Europe. Je diligenterai un groupe d'experts afin qu'ils me proposent des conseils d'ici à la fin de l'année quant à la meilleure approche à suivre pour l'Europe. Nous étudierons attentivement cette question et écouterons toutes les personnes concernées. Tous nos travaux seront guidés par la nécessité de redonner aux parents les moyens d'agir et de construire une Europe plus sûre pour nos enfants. Car lorsqu'il s'agit de la sécurité des enfants en ligne, l'Europe donne la priorité aux parents et non au profit. Mesdames et messieurs les députés, protéger notre démocratie est notre tâche la plus importante. Mais il faut pour cela montrer que la démocratie apporte des solutions face aux préoccupations légitimes des citoyens. Je crois que cela vaut notamment pour la migration. C'est pourquoi nous avons proposé que les moyens alloués à la gestion de la migration et des frontières soient multipliés par 3 dans le prochain budget, afin que nous puissions gérer efficacement la migration et protéger nos frontières extérieures. Mais il est évident qu'il faut faire plus. Les citoyens européens ont prouvé qu'ils étaient prêts à aider ceux qui fuient la guerre et les persécutions. Mais leur frustration grandit lorsqu'ils ont l'impression que nos règles ne sont pas respectées. C'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts. Il nous faut un système qui soit humain sans être naïf. Nous devons nous attaquer sérieusement à la question du retour dans leur pays d'origine des demandeurs d'asile déboutés. Il n'est pas possible que seulement 20% de ceux qui ne sont pas autorisés à rester quittent effectivement l'Europe. Il nous faut donc parvenir rapidement à un accord sur le système européen commun en matière de retour. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons également veiller à ce que le pacte sur la migration et l'asile soit pleinement mis en œuvre dès qu'il entrera en vigueur. Il est strict mais équitable, mais il ne fonctionnera que si chacun joue son rôle, les États membres du Nord comme du Sud, de l'Est comme de l'Ouest. Il est évident que nous respecterons toujours nos engagements internationaux. Nous l'avons fait par le passé, nous le faisons aujourd'hui et nous le ferons à l'avenir. Mais c'est à l'Europe qu'il appartient de décider qui vient en Europe et dans quelles circonstances, et non aux trafiquants et aux passeurs de le faire. Les trafiquants et les passeurs gagnent des millions avec leurs promesses cyniques, mensongères et fatales. C'est pourquoi nous devons détruire leur modèle économique. Les chiffres reculent globalement, mais trop de personnes tentent encore de franchir illégalement les frontières ou meurent en chemin.
Nous devons travailler avec les plateformes des médias sociaux afin de mettre fin à la planification en ligne et à la publicité en ligne pour les opérations des passeurs. Nous devons coopérer plus étroitement avec les coopérations aériennes, en particulier en ce qui concerne les routes problématiques comme celle vers la Biélorussie. Et ce n'est qu'en suivant l'argent à la trace que nous pourrons savoir quels sont les réseaux criminels, où ils sont et que nous pourrons assécher leurs sources de financement. Et il nous faut aussi un nouveau train de sanctions qui cible les passeurs et les trafiquants d'êtres humains. Il faut geler leurs avoirs, il faut restreindre leurs possibilités de déplacement, il faut limiter leurs gains. Le trafic d'êtres humains est une activité cruelle et criminelle et aucun passeur, aucun trafiquant ne doit rester impuni en Europe. Honourable member, the point I want to make is simple. If it matters to Europeans, le message que je veux faire passer est simple. Si c'est important pour les Européens, c'est important pour l'Europe. Il est de notre devoir immuable d'apporter des résultats. L'été dernier, nous avons vu ces images de forêts et de villages européens en proie aux flammes. Plus d'1 million d'hectares sont partis en fumée. Près d'un tiers de la superficie de la Belgique. L'ampleur des dégâts est considérable. Et nous savons qu'il ne s'agit pas d'un épisode isolé. Le changement climatique rend chaque été plus chaud, plus âpre et plus dangereux. Nous devons radicalement intensifier nos efforts pour l'adaptation au changement climatique, la résilience face à ces changements, en optant pour des solutions fondées sur la nature. Mais nous devons aussi nous donner les moyens de réagir. C'est pourquoi nous proposerons la création d'une nouvelle plateforme européenne de lutte contre les incendies basée à Chypre, qui pourrait également venir en aide à nos voisins régionaux. Nous savons que notre mécanisme de protection civile peut faire la différence. Au cours de l'été, 760 Européens courageux ont été dépêchés aux quatre coins de l'Europe. Ils se sont rués vers les flammes, littéralement parlant. J'aimerais conclure mon discours en leur rendant hommage. À eux, les pompiers, les pilotes, les membres d'équipage, à toutes celles et ceux qui ont redoublé d'efforts. Je souhaiterais vous raconter l'histoire d'un groupe de 20 pompiers grecs. Ce sont des experts dans la maîtrise des pires incendies de forêt. Lorsque les incendies se sont déclarés dans les Asturies, l'Espagne a appelé l'Europe à l'aide. La Grèce a répondu présent. Les flammes étaient tellement importantes que la fumée était visible de l'espace. Pourtant, 5 jours durant, ces 20 pompiers grecs ont lutté aux côtés de leurs homologues espagnols. Les flammes se rapprochaient du village de Genestos. Eh bien, ces pompiers les ont combattus nuit et jour pour les tenir à distance. Ensemble, ils ont maîtrisé le feu et le village a été sauvé. Mesdames et messieurs les députés, c'est un honneur immense que d'accueillir aujourd'hui l'un de ces héros, le chef de l'équipe grecque, le lieutenant Nikolaos Paisios. Lieutenant, cher Nikolaos, votre courage est une source d'inspiration pour nous tous. Mesdames et messieurs les députés, c'est le visage de l'Europe, une véritable communauté. C'est l'Europe que j'aime, que nous aimons tous. C'est l'Europe que nous devons protéger à tout prix. Et nous devons le faire ensemble.
J'entends travailler avec votre Assemblée et avec l'ensemble des forces démocratiques pro-européennes pour apporter des résultats à l'Europe. Je travaille à l'élaboration de paquets législatifs pour doter cette majorité pro-européenne de moyens d'action. Je suis tellement heureuse, chère Roberta, que nous ayons été en mesure de renouveler l'accord cadre entre la Commission et le Parlement. Ça ne fera que renforcer notre coopération. Cet accord nous permettra de travailler aux réformes dont nous avons vraiment besoin. Je soutiens le droit d'initiative du Parlement européen. Et je pense que nous devons agir. Nous devons passer à la majorité qualifiée dans certains domaines, par exemple la politique étrangère. Le moment est venu de nous libérer du carcan de l'unanimité. Nous devons faire en sorte que l'Union agisse plus rapidement et apporte des résultats. C'est comme cela que nous pourrons remporter ensemble ce combat, faire progresser l'Europe vers son indépendance. Rappelons-nous que nous avons toujours dû lutter pour nos libertés, qu'il s'agisse de la génération qui a lutté pied à pied sur tout notre continent, ou la presse clandestine qui a gardé vivace la flamme de la liberté à travers l'Europe centrale et orientale pendant la guerre froide, ou encore les frères de la forêt dans les États baltes qui ont résisté à l'oppression soviétique. Ce combat, cette lutte, sont profondément ancrés en nous, Européens. Il y a 80 ans, notre continent était l'enfer sur Terre. Il y a 40 ans, notre continent était divisé par un mur. Mais à chaque fois qu'ils l'ont pu, les Européens ont décidé de se battre pour un avenir meilleur, pour que l'Europe devienne un tout et que ce tout soit fort. C'est à cela que je m'emploierai jour après jour, à vos côtés. Vive l'Europe!